Mesdames, Messieurs, il est 20 h. Vous nous regardez en N'Djamena ou encore en République centrafricaine. Sachez tout simplement qu'il est 20 h ici au Cameroun. À la une de cette édition, un entretien ambigu entre le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, et Christophe Gbagbo suscite des questions intenses. Nous y reviendrons dans la suite de cette édition. Au Cameroun, des experts africains sur la propriété intellectuelle veulent tabler sur la valorisation du Made in Africa. Un point de presse à cet effet a été donné ce jour dans la ville de Douala. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans le cadre de cette autre édition de votre journal Pan-African News sur Pan-African Media TV. Merci de nous renouveler votre confiance. Ouvrons ce journal et allons au Tchad, en Afrique centrale, où nous vous le disions en titre, un entretien ambigu entre le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, et le journaliste français Christophe Gbagbo des radios France Internationale a donné lieu à des interrogations profondes quant à l'avenir des bases militaires françaises sur le sol tchadien. Je vous propose de regarder cet élément. Le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby Itno, candidat à la présidentielle prévue le 6 mai 2024 au Tchad, s'est récemment entretenu avec le journaliste de RFI, Christophe Gbagbo. Au cours de cette discussion, les déclarations du président ont sémé le doute parmi de nombreux auditeurs concernant l'avenir des bases militaires françaises présentes sur le sol tchadien. Alors que la présence des soldats français au Tchad est bien établie avec un contingent d'environ 1000 hommes, Mahamat Idriss Déby Itno a été interrogé sur la possibilité de rompre la coopération militaire avec la France au profit d'une nouvelle orientation vers la Russie, suite à sa récente rencontre avec le président Vladimir Poutine. Cependant, la réponse évasive du président de la transition a laissé un sentiment de perplexité parmi les observateurs. Son discours dépourvu de contenu et de clarté a conduit à des spéculations sur une éventuelle révision de la coopération militaire tchado-française. Ces propos laissent transparaître une certaine réticence à l'égard de la présence des soldats français, dépeints comme sémant le trouble plutôt que d'apporter une réelle aide au pays. Cette ambiguïté quant à la position future du Tchad dans ses relations militaires internationales soulève des questions sur les alliances stratégiques du pays et sur d'éventuels changements à venir dans sa politique de défense. Bien qu'une éventuelle rupture de la coopération militaire avec la France serait profitable, il n'en demeure pas moins que les relations au-delà du plan militaire soient une bonne décision. Cela pourrait changer considérablement l'équilibre de forces en présence dans la région et avoir des répercussions sur la stabilité régionale face à la crise sécuritaire qui est envenimée par les puissances européennes. Au cours de cet entretien, l'on a senti comme une espèce de courroux de la France de savoir que Déby fils a eu des échanges avec Vladimir Poutine, lequel Vladimir Poutine s'inscrit dans une dynamique d'un monde multipolaire où chaque nation a son mot à dire, contrairement à la France qui persiste dans une logique paternaliste. Nombre d'analystes s'interrogent pourquoi jusqu'ici le Tchad ne prend pas exemple des pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, où les soldats français ont été déboutés et chassés au regard de leur inutilité sur le plan sécuritaire, mais de leur utilité quant au pillage. Revenons au Cameroun, nous vous le disions en titre, des experts africains sur la propriété intellectuelle ont donné un point de presse ce jour à Douala, la capitale camerounaise. Ils ont réuni des journalistes à l'effet d'un colloque international sur le développement géographique en Afrique qui s'ouvre dès demain dans la capitale économique du Cameroun, je l'ai déjà dit. C'est une initiative qui vise à mettre au devant de la scène les spécificités africaines, mieux le Made in Africa. Cette rencontre qui s'ouvre demain 17 avril s'étend jusqu'au vendredi 19 avril 2024 est un colloque organisé par l'Organisation africaine de propriété intellectuelle avec ses différents partenaires. L'objectif étant de mener une réflexion sur la valorisation des produits Made in Africa grâce aux outils des indications géographiques. Alors, ce colloque se justifie par le fait que la valorisation des produits agricoles et artisanaux est un excellent moyen pour créer de la richesse au bénéfice de nos populations, notamment les populations rurales.
Et donc la vocation d'un colloque, c'est de réfléchir à comment faire en sorte à mieux non seulement valoriser, mais à mieux outiller nos populations à utiliser ces outils de valorisation. Au-delà de l'intérêt scientifique, la rencontre de Douala vise également à sensibiliser les populations sur la maîtrise des outils des indications du développement. Dans son propos liminaire, le directeur général de l'OAPI, face aux hommes de métier, a rappelé la nécessité d'un tel cadre de réflexion afin de mieux conquérir le marché international avec les différents produits locaux. Il y a nécessité de faire connaître davantage les outils de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Donc au-delà des indications géographiques, ce sera l'occasion également de réfléchir sur des questions à caractère économique, à savoir comment conquérir des parts de marché, avec quel outil conquérir des parts de marché. Et comme vous le savez, le continent africain est en pleine mutation avec une zone de libre-échange. Comment commercer dans cette zone de libre-échange avec des produits qui ont une certaine identité et que l'identité peut créer une plus-value sur les marchés. Le colloque de Douala s'articule sur 3 jours avec différentes thématiques sur la problématique des indications de développement accompagnées d'une fois d'exposition des produits made in Africa. Au Moyen-Orient, face à la situation qui devient de plus en plus précaire, le Haut Commissariat des droits de l'homme a appelé les forces israéliennes à cesser toute implication ou toute frappe qui vise à mettre dans une certaine nuisance les Palestiniens qui depuis près de 5 mois déjà sont dans une situation de débandade, ne savent plus réellement à quel sens se vouer parce que les forces qui sont dites sionistes d'Israël sèment la terreur. Lors du briefing régulier de l'ONU à Genève le 16 avril, le Haut Commissariat des droits de l'homme appelle l'entité sioniste à empêcher de nouvelles attaques, notamment en demandant des comptes aux responsables. Selon le porte-parole de cette commission, Ravina Shadassani, des personnes soupçonnées d'actes criminels, notamment de meurtre ou d'autres homicides illégaux, doivent être traduites en justice dans le cadre d'une procédure judiciaire conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme à la suite d'une enquête rapide, impartiale, indépendante, efficace et transparente. Cette dénonciation du Haut Commissariat des droits de l'homme arrive au moment où 4 Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyrs cette semaine et des douzaines de blessés, y compris par balles, lors des agressions menées par Israël et l'armée sioniste. Ces attaques ont également fait de nombreux dégâts matériels, dont des centaines de maisons et de véhicules incendiés. En rappel, en Cisjordanie occupée, au moins 468 Palestiniens sont tombés par des militaires ou colons sionistes depuis le début des agressions menées par les forces d'occupation le 7 octobre dernier. Au cours des 6 derniers mois, plus de 700 attaques de colons sionistes contre des Palestiniens ont été enregistrés en Cisjordanie occupée, tandis qu'au moins 1244 Palestiniens, dont 600 enfants, ont été déplacés en raison de la violence des colons sionistes et des restrictions d'accès. Et puis nous parlons cette fois-ci de relations internationales entre l'Algérie, la Chine et la Tanzanie. D'amis à partenaires, l'évolution de la relation entre ces pays reste un exemple qui séduit plus d'un. Les échanges économiques ainsi que la coopération des deux pays dans le secteur de l'agriculture, la santé, de l'éducation et même de la sécurité affichent une bonne température depuis 60 années. Foot Dédi nous en parle avec beaucoup d'explications. 60 piges, c'est costaud. Voilà pourquoi la Chine et la Tanzanie ont organisé lundi 15 avril une réception dans la ville portuaire tanzanienne de Dar es Salaam pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Surtout que depuis la période post-coloniale, la Tanzanie et la Chine entretiennent des relations diplomatiques étroites. Cette note fournit une analyse fine de l'évolution de cette relation depuis les années 1960. Plusieurs hautes personnalités ont rehaussé l'événement. C'est le cas du ministre tanzanien des Affaires étrangères
et de la coopération est-africaine, January Makamba, et bien évidemment celle de l'ambassadrice de Chine en Tanzanie, Cheng Mingyang, qui ont également réuni des Chinois d'outre-mer en Tanzanie et des responsables du gouvernement tanzanien. La réception a été marquée par une exposition de photographie organisée conjointement par l'ambassade de Chine et l'agence presse Xinhua afin d'illustrer la coopération pratique nouée entre les deux pays au cours des 60 dernières années. Dans les années 1960, alors que les mouvements de libération nationale battaient leur plan en Afrique, la Chine s'est fermement tenue aux côtés de la Tanzanie et d'autres pays africains, forgeant ainsi de profonds liens d'amitié avec eux. Il faut rappeler que la République populaire de Chine et la République unie de Tanzanie ont officiellement établi des relations diplomatiques le 26 avril 1964. Nous faisons encore un petit détour au Proche et au Moyen-Orient, où la vraie promesse de l'Iran à l'Israël donne l'occasion aux assassins, entre guillemets, de s'exprimer et de mettre sur la scène la maladie défectueuse qui est la déstabilisation des États. C'est le cas du président Abdelmajid Tebboune de l'Algérie. Un filou qui donne des leçons et préconise la paix. Attitude à en rire ou à en pleurer. Ce même Tebboune qui vit une tension aujourd'hui avec les pays du Sahel. Il lui a reproché de soutenir les rebelles dans le Sahel. Comme par enchantement, il est alors passé du mauvais au bon ami, de la pure comédie à l'algérienne. En réaction à l'attaque iranienne contre des sites militaires israéliens et aux représailles subséquentes d'Israël, l'Algérie a exprimé sa profonde inquiétude, car le pays dirigé par Abdelmajid Tebboune souligne que la paix et la sécurité durable dans la région ne peuvent être obtenues qu'en s'attaquant aux causes profondes du conflit, notamment l'occupation israélienne des territoires palestiniens. En réalité, Tebboune, par ses paroles, craint de graves conséquences de toute expansion du conflit. C'est donc pourquoi, dans son allocution, le vice-représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Nassim Gaoui, a affirmé que la situation risque de déclencher une escalade grave pouvant entraîner donc la région et le monde entier dans une phase plus dangereuse où les choses pourraient donc devenir hors contrôle, dont la forme et les conséquences sont imprévisibles. Rappelons que le Moyen-Orient passe par une conjoncture délicate qui impose à tous les acteurs internationaux à faire prévaloir la voie de la sagesse, afin justement de passer cette étape critique vers le bon port. Eh bien, en sortant de ce journal, dames et messieurs, et parlant cette fois-ci de sport, en prélude à la 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme, l'Assemblée ordinaire de la Confédération africaine d'athlétisme s'est réunie ce jour à Yaoundé. Elle est faite de choisir la ville qui abritera cette grande compétition. Ce 15 avril 2024 s'est tenue à Yaoundé l'Assemblée ordinaire de la Confédération africaine d'athlétisme, avec pour menu principal la désignation de la ville qui accueillera plus de 1400 athlètes de la discipline venus des 54 nations que regorge le continent berceau de l'humanité. En présence du président de la Confédération africaine d'athlétisme, colonel Kalkaba Malboum, en poste depuis 2006, du directeur technique et du développement de cette instance, le Marocain Aziz Daouda, et du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Charles Kokoté. La cité capitale économique du Cameroun, Douala, est la ville qui va accueillir les 23e éditions des championnats africains d'athlétisme, a rassuré les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme. Après l'édition 1996, 2024 sera la deuxième fois que le Cameroun abritera cet événement, avec un calendrier rallongé d'un jour de plus au vu du nombre croissant des athlètes des pays membres de la CCA. Pour ces 23e éditions du championnat africain, ça sera donc la première fois qu'il s'étendra sur 6 jours au lieu de 5. Rappelons que cette 23e édition des championnats africains d'athlétisme se tiendra du 21 au 26 juin 2024
le Cameroun et Douala vibreront au rythme de l'athlétisme africain. Eh bien, madame, monsieur, revenons sur cette autre actualité d'utilité capitale. La communauté internationale s'est réunie lundi 15 avril à Paris à l'effet de briser le silence face aux activités que subissent les populations soudanaises depuis un an. C'est une initiative qui suscite des questionnements au regard de l'eau qui a coulé sous le pont depuis l'éclatement de la crise matérialisée par les affrontements entre les deux factions de l'armée au Soudan depuis le 15 avril 2023. Regardons. Il aura fallu attendre 12 mois, soit un an, après le début des affrontements entre factions armées rivales au Soudan pour tenir une réunion de la communauté internationale en vue d'adopter des solutions pour la fin de la crise. Une initiative qui semble plutôt hypocrite lorsqu'on jette un regard sur le bilan de cette guerre depuis son éclatement le 15 avril 2023 dans ce pays d'Afrique du Nord. Le Soudan est toujours plongé dans une guerre dévastatrice qui a fait près de 15 000 morts et abouti à 8 millions de civils en fuite, 25 millions de personnes ayant un besoin urgent d'assistance et une famine qui menace. Plusieurs pays européens ont choisi pour capitale de la résolution de cette crise Paris. Un choix qui n'est pas anodin aux yeux de ceux qui pensent que la communauté internationale, même si ces entreprises de résolution des conflits en Afrique sont sélectives, elles se devaient de le faire un peu plus tôt au lieu de laisser couler le sang et voir des Soudanais fuir le pays pour devenir des sans-abri partout dans la sous-région et même au-delà. Cette conférence humanitaire qui a eu lieu à Paris hier lundi sur la crise soudanaise avait pour but d'exhorter à briser le silence entourant la guerre qui sévit depuis un an dans ce pays, mais aussi d'appeler à coordonner les différentes médiations pour mettre un terme à ce conflit meurtrier et dévastateur. En dehors du Soudan, où deux factions sont aux antipodes pour le pouvoir, il y a la République démocratique du Congo, où les rebelles sèment la terreur. Et depuis le début de cette année 2024, c'est un peu plus de 750 morts sur le carreau. En Haïti, la situation est incontrôlable entre les mains des autorités face aux gangs qui terrorisent les populations sous le regard des forces de sécurité presque impuissantes pour défaut de moyens logistiques. La communauté internationale est aussi appelée sur ce front pour proposer des pistes alternatives pour une sortie de crise. Madame, Messieurs, c'est ici la fin de cette deuxième livraison de votre journal Pan-African News sur Pan-African Media TV. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient. Tâchez de toujours rester devant votre téléviseur pour que nous puissions construire cette Afrique ensemble et que nous puissions nous unir toujours ensemble avec emphase. Merci, à très bientôt et à demain avec le même plaisir.